Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine Karine Thuil à l'occasion de la parution de son premier recueil de poésie, Kadish pour un amour, aux éditions Gallimard. Karine Thuil a ici imaginé faire de cette prière juive, prononcée à l'occasion d'un deuil, une prière pour un amour qui est parti. Un texte intime que la forme poétique permet de rendre le plus universel possible, entre absence, passé et gloire à la vie. Avant de commencer l'entretien, je me permets de vous préciser que la première minute, le son est un peu spécial, alors ne partez pas, car juste après la première question, j'ai réalisé que la pièce dans laquelle on se trouvait était assez haute de plafond et avait tendance à résonner, tout simplement. Karine Thuil a donc troqué le pied du micro pour juste prendre le micro dans ses mains. Et dès la deuxième question, on l'entend tout de suite beaucoup mieux, pas de panique. Alors, avec Karine Thuil, on a parlé ensemble de la démarche qui l'a conduite à publier de la poésie pour la première fois, du lien très fort qu'entretiennent l'amour et la mort pour elle, ou encore du renvoi perpétuel de l'écriture à la solitude. Bonne écoute. Bonjour Karine Thuil. Bonjour. Alors on est chez Gallimard aujourd'hui, dans les bureaux de votre éditeur, pour parler de Kadish pour un amour, qui est votre premier recueil de poésie. Alors vous, qui êtes assez coutumière du roman, de la forme romanesque, est-ce que c'est le symbole d'une nouvelle ère dans vos publications, ou est-ce que c'est juste un pas de côté, quelque chose de pas réfléchi nécessairement, de publier un recueil de poésie ? Oui, c'est plutôt une énigme. Enfin, j'ai toujours écrit de la poésie quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai commencé par la poésie, mais après, j'ai pas continué à écrire de la poésie. Je me suis vraiment consacrée qu'au roman. Et quand j'ai terminé La Décision, le dernier roman, qui a donc une période d'écriture assez tourmentée, assez trouble, de par le sujet, l'antiterrorisme, une enquête menée au cœur de l'antiterrorisme, donc un sujet vraiment douloureux. Je crois que j'avais envie d'échapper au réel, en fait, d'une certaine façon. Okay. Et pour moi, ça a été ce retour à mon matériau originel, aux mots, sans qu'il y ait aucun enjeu, autre que littéraire. Et donc j'ai commencé à écrire 1, 2, 3 poèmes. Ce titre, Kadish pour un amour, je l'avais depuis très très longtemps. J'avais l'idée d'écrire cette sorte de prière des morts pour la mort d'un amour. Et la façon dont ce recueil a été écrit a été quand même extrêmement mystérieuse pour moi, puisque je l'ai écrit sous une sorte d'impulsion, sans calcul, sans véritable contrôle, sans maîtrise. Et ça m'a permis aussi de sortir de ma zone de confort, je crois. Oui, c'est ça, il n'y avait pas cette envie de, par exemple, se détacher des espèces de codes du roman et de laisser place à davantage d'interprétation, parce que c'est aussi ça la poésie, davantage par rapport au roman. Le lecteur a une autre place finalement. Oui, c'était pas prémédité. Et c'est aussi ce qui est peut-être très beau dans le processus d'écriture, c'est qu'on nous demande très souvent d'expliquer pourquoi on a choisi telle thématique, de commenter ce qui a été écrit. Et je dirais que pour le roman, on y parvient. Et la poésie, il y a quand même une sorte de zone, de terre inconnue, en fait. Et c'est faire l'expérience du sensible. Je dis pas que le roman c'est pas aussi faire l'expérience du sensible, ça l'est, mais tout d'un coup il y a un rapport à l'intimité, il y a une sorte de retour vers soi qui est très particulier. Bon, le mot amour risque d'être l'un des mots les plus prononcés de cet entretien, enfin quoique, mais on y va. Le Kadish, dans la religion juive, c'est la prière des morts, la prière du deuil qui sanctifie le nom divin. Jusque-là, j'ai bon ? Oui. En l'occurrence, ici, on parle de Kadish pour un amour, donc d'une prière sur la fin d'un amour. Je ne sais pas si je fais bien de poser la question à une écrivaine, mais est-ce que c'est un sentiment qu'il faut vivre pour le comprendre, l'amour ? Est-ce que c'est un sentiment qu'on peut inventer ? Je pense qu'il faut le vivre quand même pour le comprendre, parce que c'est très intime comme expérience. Ouais. Je pense que tout le monde n'a pas la même appréhension de l'amour, et tout le monde d'ailleurs n'a pas la chance de vivre aussi un grand amour au cours d'une vie. Et puis il y a cette histoire
aussi de la peur, en fait, en amour. Je pense qu'il y a des gens qui se précipitent dans l'amour sans peur, sans crainte, qui se donnent véritablement à cette expérience, et d'autres qui craignent pour leur vie, pour leur sécurité, parce que aimer, c'est se mettre aussi à la merci de l'autre. Donc plane toujours quand même l'idée de mort au-dessus de l'amour, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu envie d'écrire un Kaddish pour un amour, parce que en vous aimant, en étant avec vous, l'être aimé a le pouvoir de vie et de mort sur vous. Ouais, et d'ailleurs, il y a un poème qui s'appelle Shiva. Donc, dans le judaïsme, vous précisez que la Shiva, c'était la période de deuil de 7 jours, qui est observée après les funérailles. Et ça impliquerait que le deuil d'un amour est non pas équivalent, mais peut-être aussi profond que celui d'un mort. Ah, tout à fait, j'en suis vraiment convaincue. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi écrit ce recueil, c'est que je pense qu'il devrait y avoir un rituel pour le deuil d'un amour, comme il y en a pour le deuil d'une personne. Parce qu'en plus, vous devez faire le deuil d'une personne qui est vivante, et d'une personne qui, par ailleurs, peut-être aime ailleurs, vit, et peut-être même heureuse. Et donc, c'est tout un processus intérieur qui est d'une très grande complexité. Et j'avais envie de jouer avec les codes, justement, des règles du deuil, et d'une manière un peu subversive. Par exemple, parmi ces règles du deuil, on dit qu'on doit recouvrir les miroirs d'un drap, qui sont un symbole de vanité. Et là, la narratrice raconte qu'elle va recouvrir les miroirs des draps dans lesquels ils se sont aimés. Est-ce que vous avez remarqué que votre état amoureux a une influence sur la manière dont vous écrivez, sur vos thèmes, vos personnages, sur vos lieux d'écriture, pourquoi pas, je sais pas. Plus que l'état amoureux, c'est plutôt la question du désir. Et c'est pas forcément un désir sexuel, ça peut être un désir des choses, un désir d'altérité. Il faut qu'il y ait dans la vie, au moment de l'écriture, quelque chose de vif, d'intense, d'âpre, d'aigu. Je ne crois pas qu'on puisse écrire dans une sorte de monotonie permanente. Il y a des moments, il y a des instants de vitalité très forts, et à ces instants de vitalité succèdent des moments de solitude, de retrait, pendant lesquels on écrit. Mais je pense que oui, la question du désir est centrale dans l'écriture. Vous venez de parler de solitude. Il y a un poème dans le recueil qui s'appelle « Procès-verbal de ta disparition », qui raconte très simplement la disparition d'un amour. Et on comprend qu'en réalité, si on n'est pas une femme, une sœur, une mère, l'amour n'accorde aucun statut. Quand l'amour nous quitte, ça veut dire que c'est un renvoi perpétuel à cette solitude. Oui, c'est intéressant votre question. C'est vrai que en fait, la personne aimée, quand elle nous quitte, on a l'impression qu'on est gommé de son existence, comme si ça n'avait pas compté. Or, moi, je crois que les personnes que l'on aime s'inscrivent d'une certaine façon dans nos vies, marquent leur empreinte, et on les porte en nous, même quand on ne les voit plus, ça s'inscrit dans une histoire, dans une géographie intime et dans une histoire personnelle de l'amour. Et il y a un poème qui s'appelle Exégèse, dans lequel vous dites « Tu as dit, tu es mon identité et je t'ai cru ». En quoi est-ce qu'on change d'identité quand l'amour est là ? Parce que je crois qu'on cherche à s'adapter à ce que l'autre attend de nous, en fait. Dans un premier temps, on veut être aimé, peut-être même pour ce que l'on n'est pas vraiment. Donc on s'invente, et ça aussi, c'est ce qui m'intéressait beaucoup, parce qu'il y a un jeu avec la fiction et avec le réel. Ouais, s'échapper de soi un peu. Dans l'amour, bien sûr. Et donc on se construit une sorte de narration fictive d'une histoire, mais aussi d'une identité pour plaire à l'autre. Et d'ailleurs, parfois, quand peu à peu se révèle la véritable identité, l'amour s'éteint. C'est un recueil sur la fin d'un amour. Où est-ce qu'on place la consolation dans ce recueil ? Est-ce que les mots en sont une extension ? Je ne sais pas s'il y a une consolation possible. D'ailleurs, d'une manière générale, du deuil. Je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente de manière très intime, très personnelle. Et chacun a sa façon de rebondir, en fait. Je ne sais pas s'il y a une consolation possible. Après, ce qui devait être écrit
le sera. Moi, je crois qu'il y a une sorte de nécessité impérieuse de l'écriture et sans doute que l'écrivain a cette faculté, a cette possibilité toujours de dire finalement, mais de manière générale, pas seulement sur le deuil d'un amour, mais de dire les tourments, les épreuves. Je pense par exemple à un auteur comme Kafka, dont le journal trahit les tourments intérieurs, les troubles familiaux. Et l'écrit permet de transfigurer toutes les souffrances. Est-ce que l'amour, ce serait pas un thème dont on a presque tout dit et pourtant on ne peut pas s'empêcher d'en parler, quoi. Enfin, on en a tellement tout dit et en fait j'ai l'impression c'est inépuisable comme thème. Vous avez ce sentiment aussi ? Oui, tout à fait, parce que c'est une expérience intime très forte. C'est l'intime qui joue là-dedans. Et c'est ça, c'est l'intime. Et puis, je pense qu'en tant que lecteur, on trouve aussi un écho très fort en nous. Moi, je me souviens d'avoir lu des textes qui m'ont profondément marqué, même si c'était des expériences que j'avais vécues. Et je pense notamment à Albertine disparue de Proust, sur le deuil. Et donc, oui, ces expériences littéraires nous permettent aussi de mettre des mots sur ce que l'on a vécu. Et je pense que c'est un sujet aussi inépuisable, intarissable, parce que, encore une fois, il fait appel à des ressorts tellement personnels, intimes, que chacun a sa façon de l'appréhender. Ça veut dire qu'il n'y a pas de noms d'œuvres qui ont gravité autour de l'écriture de ce recueil ? En fait, d'habitude, c'est vrai que quand j'écris mes romans, je lis beaucoup d'essais notamment et de textes qui portent l'écriture du livre. Là, non. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai écrit sous une forme d'impulsion, comme je vous l'ai dit, et les références qui peuvent être présentes dans ce livre le sont de manière totalement inconsciente, innocente. Et notamment, à un moment, il y a un poème qui s'appelle « Mes rencontres », qui est un thème qui a été employé par le philosophe Martin Buber. Et en fait, Martin Buber définit la mère rencontre comme l'absence de rencontre authentique entre deux êtres. Et je trouve ça très beau, en fait, cette idée. C'est-à-dire que lui a été abandonné par sa mère quand il avait 4 ans. Donc, il n'a jamais eu cette rencontre avec sa mère, enfin, cette rencontre forte. Et donc, il a cherché toute sa vie ces rencontres avec d'autres êtres. Et je crois que la vie, c'est cela aussi. C'est la quête absolue de la rencontre parfaite avec un autre que l'on aime, qui peut être aussi un ami. C'est pas forcément quelqu'un que l'on aime d'amour. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans amour, tout simplement. Alors, ce qui est quand même assez intéressant dans le sentiment amoureux, c'est que c'est peut-être le seul élément dans la vie que l'on ne peut absolument pas contrôler. On ne peut pas décider de qui l'on va aimer. C'est absolument impossible de décider cela. Il y a quand même un mystère du sentiment amoureux qui le rend extrêmement beau, grave et tragique. Et c'est ça aussi que j'avais envie de raconter. C'est-à-dire, j'avais envie de décrire comment vous essayez de vous opposer au sentiment amoureux, au désir, à la communion intime. Et ça vous est imposé malgré vous. Il y a une sorte d'injonction amoureuse et qui fait d'ailleurs que parfois il y a des situations tragiques. Il y a des gens qui se laissent véritablement entraîner dans des passions et qui en sortent détruits. Dans le recueil, il y a des lettres hébraïques qui sont parsemées. C'est très beau d'ailleurs. Mais je me suis tout simplement demandé ce qu'elles symbolisaient, ce qu'on pouvait en interpréter en tout cas. Alors en fait, dans la tradition juive, on dit que le monde a été créé avec des lettres. Et j'ai toujours pensé que cette idée était vraiment extrêmement belle, enfin, surtout pour un écrivain. Et en y réfléchissant, je me suis dit qu'une histoire d'amour aussi, c'était la création d'un monde avec un langage qui est propre aux amoureux, en fait. Ouais. Il y a une communicabilité très particulière, une communication entre deux êtres qui s'aiment, que les autres ne peuvent pas comprendre. Il y a une intimité, et donc c'est la création d'un monde qui peut, lui aussi, se briser. Et à partir de là, j'ai eu envie de mêler ces deux univers. C'était aussi l'autre explication, peut-être, c'est aussi parce que j'avais envie de concevoir ce recueil un peu comme des textes juifs, c'est-à-dire que l'on commenterait, que l'on interpréterait chacun en fonction de notre histoire. Donc il y a différents niveaux de lecture.
Oui, il y a un poème dont j'ai oublié le nom, il y a plusieurs... vous en parlez vous-même. C'est Pardès, c'est un recueil dans lequel j'évoque les différents niveaux d'interprétation. Donc effectivement, il y a la première lecture, vous lisez le texte tel qu'il est, vous donnez un sens littéral, et puis peu à peu, il y a différents sens, allusifs, interprétatifs, cachés, secrets. Et j'aime ça aussi dans la vie et même dans la littérature, c'est-à-dire on peut avoir des lectures extrêmement différentes de même texte en fonction de sa culture, de son éducation, mais aussi de son histoire personnelle. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que entre la Shiva, le Iu, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, il y a régulièrement des notes de bas de page pour les gens comme moi qui ne sont pas familiers de ces termes. Est-ce que c'est aussi, on peut dire, ce recueil un hommage à la tradition juive? Est-ce qu'il y avait aussi de ça dans cette non-démarche au départ, mais qui est devenue, j'imagine, quand même un projet un peu construit? En fait, ce qui m'intéressait, c'était la notion d'alliance. On parle beaucoup dans la tradition juive de l'alliance entre un peuple et un Dieu. Et dans le sentiment amoureux, c'est aussi une alliance. Il y a aussi une parole qui a été donnée. C'est une alliance entre deux êtres qui ont envie, qui décident, qui font corps par cette décision. Et donc ce jeu entre ces deux alliances me semblait intéressant. Et aussi parce que j'avais envie de revenir à la figure de l'être aimé déifié. Parce que je crois qu'on est dans une société où on parle beaucoup d'égalité, avec un désir d'évacuer les rapports de force. Or, je crois qu'en amour, il n'y a pas d'égalité possible. Il y a toujours des rapports de force. C'est toujours un peu conflictuel. Et donc, cette idée d'alliance et de rupture aussi possible, je l'ai trouvée intéressante à explorer à travers ces figures cette figure de l'éternel, en fait, l'éternel, le Dieu éternel, et l'être aimé qui devient cette figure déifiée. Ouais. D'ailleurs, vous dites dans le poème Le Kaddish, dans le monde que tu as créé selon ta volonté. Donc là, je pense qu'on voit bien l'espèce de... Non pas de soumission, mais enfin peut-être d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de soumission? Oui, on peut tout à fait parler de soumission. De je crois que quand on aime, on est soumis au désir de l'autre, on est soumis à ses exigences, on est dépendant. C'est un mot qui aujourd'hui fait un peu peur, mais il y a beaucoup de cela dans l'amour. Si on veut être tout à fait honnête, c'est quelque chose de plutôt dangereux en fait. En réalité. Vous lisez de la poésie, vous? Oui, j'en ai toujours beaucoup lu, même dans les périodes où je n'en écrivais pas. J'en lis beaucoup plus aujourd'hui encore. Aujourd'hui Voilà, ou... aujourd'hui, okay. après avoir écrit le recueil. En fait, quand j'écrivais le recueil, je n'en lisais pas du tout. Moi, il y a des poètes qui m'ont permis d'appréhender l'indicible. Et là, je pense à Paul Celan, qui notamment a écrit des poèmes sur la Shoah, sur la question de l'identité, de l'appartenance. Un poète comme Edmond Jabès a joué un rôle aussi important pour moi. Sur l'amour, des poètes comme Aragon, René Char, Paul Éluard, Capitale de la douleur, c'est un chef-d'œuvre par exemple. Et j'aime revenir beaucoup à la poésie, même la poésie aussi engagée, politique. Je pense à Mahmoud Darwish, dont j'aime beaucoup les poèmes aussi, qui était un très grand poète. Et oui, parce que c'est un rapport au mot, à la sensibilité. Et puis, je crois que pour lire de la poésie, il faut se mettre dans un état particulier. Il faut être très concentré. C'est assez proche de la méditation, en fait. Ça veut dire qu'on cherche quelque chose de bien différent que lorsqu'on écrit un roman, par exemple, quand on écrit de la poésie. Oui, je crois qu'on cherche quelque chose de différent. On cherche une émotion brute, très particulière, intense. C'est une façon d'appréhender le réel. Il y a une forme de vérité, comme si on était à vif. Il y a quand même quelque chose de plus formaté dans l'expérience romanesque, de plus contrôlé, de plus maîtrisé. Peut-être moins dans le récit, mais dans le roman, oui, quand même. On réfléchit à la structure. Et dans la poésie, en tout cas pour ce recueil, j'ai absolument pas eu le sentiment de contrôler quoi que ce soit. Pour ce recueil, est-ce que ça veut dire qu'il y en aura, je crois, un deuxième? J'aimerais bien. C'est vrai? Oui, j'aimerais beaucoup. Okay. Ouais. L'amour, c'est parfois aussi le lieu de la solitude, mais est-ce que la solitude de l'écriture, vous, elle vous plaît? Moi, je crois qu'on devient écrivain par goût de la solitude. Et d'ailleurs, quand je rencontre des personnes qui me disent « j'ai envie d'écrire », je pose toujours cette question « est-ce que vous aimez être seul ?» Parce que si on n'aime pas être seul, on ne peut pas écrire.
C'est vrai que ça pose problème, quoi. Ça pose un gros problème parce qu'en fait, on l'oublie, mais écrire, ça veut dire passer une grande partie de la journée seul. Et être seul, ça signifie aussi beaucoup d'état, en fait. Ça veut dire être capable de se mettre dans un état d'intériorité très fort. Vous devez avoir la capacité de vous plonger en vous-même, un peu comme les comédiens avec la méthode de l'acteur studio. Il y a vraiment un travail d'immersion en vous-même pour trouver le rôle, en fait, pour devenir l'autre. Et pour le roman, pour la poésie, pour l'écriture d'une manière générale, il y a pour moi vraiment cet état mental qu'il faut trouver, qui est très dur d'ailleurs à trouver, parce que ça veut dire aussi chercher en soi-même et faire remonter des choses que l'on n'a pas forcément envie de voir et percevoir de soi. C'était le cas pour ce recueil, typiquement. C'est le cas pour moi tous mes livres. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, par exemple, d'écrire quelque chose qui, à la relecture, me mettait mal à l'aise. Et Comment ça ? En fait, je crois que quand on écrit, on est dans un état d'inconscience. C'est assez proche du rêve, d'ailleurs. Il y a des éléments qui remontent, qui sont des choses refoulées, qui sont parfois des choses cachées, que vous n'assumeriez pas forcément dans la vie réelle. Et d'ailleurs, je crois que s'il n'y a pas une perte de maîtrise, s'il y a trop de contrôle, on n'a pas un bon livre. Pour avoir un bon livre, il faut qu'il y ait une part de soi qui lâche quelque chose. C'est un processus, quand même. C'est une question un peu bateau, mais j'aime bien la poser. Est-ce que pour vous, écrire, ça répond à un travail ritualisé ? Moi, j'ai besoin d'avoir une discipline. Je dis souvent, on fait souvent le parallèle entre l'écriture et le sport. Pour moi, il y a vraiment une discipline, un souffle, un rythme à trouver. Et donc, si on ne s'impose pas quand même un rythme, le risque, c'est d'avoir de plus en plus de difficultés à retrouver cet élan, en fait. Le plus difficile, c'est d'avoir cet élan, et le rituel permet de conserver quand même un certain élan. Parfois, rien ne vient et vous devez renoncer. Et dans ce cas-là, je vais marcher ou je lis ou je fais autre chose. Mais c'est quand même des activités qui sont toujours en lien avec la création, avec l'écriture. C'est quoi vos rituels, vous, du coup ? Moi, j'aime beaucoup marcher. Je suis une très grande marcheuse et les idées viennent très souvent en marchant. Il y a vraiment un rythme de la marche qui s'accorde au rythme de la pensée. La pensée se fluidifie quand on marche. Et donc, j'aime beaucoup marcher et je lis aussi. Je lis beaucoup. Et puis, par ailleurs, je peux aussi très bien expérimenter d'autres formes d'écriture. J'ai d'autres projets à côté. Par exemple, là, je travaille sur l'adaptation de La Décision pour le cinéma. Votre dernier roman. Voilà. Où j'écris des chroniques ou des articles parfois pour des revues littéraires. J'aime bien ça aussi. Ça fait quoi dans le processus d'écriture, ça vous... C'est intéressant. En général, quand le projet me plaît, je dis oui, parce que là encore, ça vous sort de votre zone de confort. Pour moi, l'écriture, c'est quand même très, très lié, très associé à la prise de risque. Si on est trop sécurisé, si on a un certain confort, j'ai toujours peur de perdre cet élan, cette curiosité peut-être aussi parce que je suis un écrivain du réel, j'aime raconter la société. Donc ne pas me cogner à cette société, c'est aussi prendre le risque de ne pas la comprendre. Alors c'est peut-être un peu tôt pour en parler, puisqu'on est là pour ce nouveau recueil. Mais est-ce que vous avez un projet en ce moment de livre, ou est-ce que vous vous penchez typiquement sur l'adaptation seulement de La Décision ? Oui, là je travaille depuis quelques mois sur un nouveau roman. Okay. Je ne parle pas trop du sujet parce que quand j'écris, j'ai l'impression qu'il m'échappe. Il y a des auteurs qui aiment bien, mais moi non. J'ai toujours un livre en cours d'écriture. Et, c'est ce que j'allais vous demander. Je réfléchis toujours à un livre. Et là aussi, ce qui est très très intéressant dans le processus d'écriture, c'est que parfois vous avez une idée, une thématique ou un désir. Et quand vous commencez à écrire, ça ne prend pas. Et précisément, vous allez écrire le livre que vous ne vouliez pas écrire, sur un sujet que vous vouliez éviter, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de très troublant, de très mystérieux dans le processus d'écriture et dont j'aime bien parler parce qu'on croit à tort qu'il y a beaucoup de calculs dans l'écriture, et en particulier l'écriture romanesque, et en fait, il y en a très peu. La plupart de vos derniers romans, par exemple, c'était le cas ? Ah oui, ça a toujours été le cas, en fait. Ça a toujours été le cas ? Ça a toujours été le cas depuis mes tout premiers livres. J'ai eu ce rapport-là. Moi, je crois que l'écriture, c'est vraiment l'espace du dissimulé, du caché, du secret, et que se révèle précisément ce qui ne peut être dit. Est-ce que en 2000, quand vous avez publié votre premier roman qui s'appelle Pour le Pierre, vous aviez une ambition
particulière ? Alors c'est intéressant comme question parce que je crois que je n'avais d'autres ambitions que d'être publiée déjà, c'est-à-dire de faire entendre ma voix, parce que j'avais un désir de publication, j'avais pas envie que ce texte reste dans mon tiroir. Mais c'était de faire entendre votre voix, Mais c'était pas d'être publié pour le prestige, pour... Non, j'avais envie d'avoir un lecteur, j'avais envie d'avoir un... D'ailleurs, beaucoup de gens qui écrivent vous disent qu'ils recherchent cette publication, cette lumière aussi qui est faite sur votre travail et donc sur votre intériorité. Et donc pour moi, l'ambition, elle était surtout là. Après, plus précisément, j'ai eu une ambition vraiment littéraire avec l'idée de construire une œuvre dans laquelle il y aurait une vraie cohérence, avec des thématiques récurrentes. Mais c'est pas conscient, c'est-à-dire qu'avec le recul, vous comprenez que vous écrivez toujours le même livre, en fait. Oui, aujourd'hui, vous n'avez pas cette ambition de construire une œuvre déjà. Voilà, il s'est dessiné tout seul au fil des livres. Okay. Et maintenant, j'ai moins de résistance. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à mes débuts, quand certaines thématiques s'imposaient, j'avais des réticences. Je me disais, peut-être que je me répète, il ne faut pas écrire là-dessus. Et j'ai compris qu'en réalité, un écrivain se caractérise et se définit aussi par un univers qui lui est très personnel. Et cet univers, il est le fruit de ses lectures, de son éducation. Je pense par exemple à quelqu'un comme Annie Ernaux. Elle creuse le même sillon depuis ses débuts. Oui, on comprend la répétition, le principe, on le comprend avec Annie Ernaux. Parce qu'on écrit avec ce que l'on est très profondément. Et à partir du moment où on pense qu'il faut se couper de ce que l'on est pour écrire différemment, on se trompe. On fuit quelque chose qui est au contraire la source même de l'écriture. Je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Oui, alors ce sont deux textes que j'ai découverts récemment. Alors, Le petit éloge de la poésie de Jean-Pierre Siméon, qui dirige la collection Poésie Gallimard. Et j'ai lu ce texte récemment et j'ai trouvé absolument passionnant parce que c'est un texte qui parle de la place de la poésie, du rapport à l'écriture, de ce que la poésie représente dans notre monde, du rapport au réel, de l'émotion poétique qui est suscitée. Et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Et c'est un texte, mon second coup de cœur, c'est un texte de Roberto Saviano qui s'appelle Crie-le, qui a été publié début janvier chez Gallimard. J'adore Roberto Saviano, je trouve que c'est un écrivain dont les engagements sont admirables depuis toujours. Moi, je lis à chaque fois ses livres, ses articles. Et dans ce livre, il fait des portraits de personnalités comme Émile Zola, comme la poétesse Anna Akhmatova. Et en fait, il s'adresse aux jeunes générations. Et c'est une réflexion sur la liberté, comment garder son intégrité dans un monde corrompu, comment défendre sa liberté dans une société où tout nous pousse à la privation de liberté, à l'ingérence, une société ultra sécuritaire. Et c'est rappeler cet engagement de cet homme, qui est toujours un homme très libre, c'est un de mes coups de cœur. Voilà. Merci beaucoup, Karine Tuile. Merci à vous. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.